Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Coucher avec 100 mecs en 24 heures, bienvenue au supermarché de l'intime. Ah mes amis, quelle époque pour être en vie comme disent les anglo-saxons. Ok, vous allez me dire que j'ai choisi un titre un peu putaclic pour cet épisode, mais vraiment ça décrit bien ce dont on va parler. Alors dites-moi, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour quelques abonnés de plus ? Pour faire exploser les vues, obtenir des likes et bien sûr vous sentir validé par votre communauté. Aujourd'hui, on va parler d'une jeune femme, Liliane Phillips ou Lily Phillips, qui s'est fait connaître en battant des records de partenaires sexuels et en le documentant sur les réseaux sociaux. Mais commençons par se donner quelques repères. La dernière étude de l'INSERM sur la sexualité des Français nous apprend que le nombre de partenaires sexuels dans une vie a augmenté entre 2006 et 2023, passant de 4,5 à 7,9 partenaires déclarés pour les femmes et de 11,9 à 16,9 pour les hommes en 2023. C'est-à-dire, si on arrondit, 8 partenaires pour les femmes et 17 pour les hommes. Alors, autant vous dire que Lily Phillips pulvérise tout ça en une seule journée. Au-delà de l'anecdote et de la sidération, ce cas, je trouve, est révélateur des dynamiques qui façonnent notre société. Derrière l'écran, des millions de spectateurs suivent Lily Phillips, certains fascinés, d'autres outrés, mais tous captivés par cette surenchère. Pourquoi cela nous attire-t-il autant ? Qu'est-ce que cela nous dit de notre rapport au corps, à l'intimité et à l'attention ? Et finalement, que dit ce phénomène de notre société qui valorise toujours plus l'exposition de soi, parfois même jusqu'à l'absurde ? Dans cet épisode, je vous propose d'aller plus loin que la simple histoire d'un buzz et de questionner ce que symbolisent de tels actes. Parce que oui, derrière cette histoire, il y a des questions fondamentales. Celles de l'instrumentalisation du corps, de la dignité humaine et de la frontière entre autonomie et aliénation. Nous allons explorer ensemble les effets psychologiques d'une telle exposition, tant pour les protagonistes que pour les voyeurs, si je puis dire, derrière leurs écrans. Et puis nous analyserons aussi l'impact de ce genre de comportement sur la société et surtout sur les plus jeunes. Alors si vous vous êtes déjà demandé où s'arrête l'autonomie et où commence l'aliénation dans cette ère des réseaux sociaux, si vous vous questionnez sur l'avenir d'une société qui flirte avec l'idée que l'intime peut être vendu, exploité et consommé, cet épisode est fait pour vous. Le contexte social est la figure de Lily Phillips. L'ère de la viralité, quand l'attention devient une monnaie d'échange. Nous vivons à une époque où tout se monétise, où la recherche d'attention et par extension la validation sociale semble n'avoir aucune limite. Dans cet univers hyper connecté, chaque clic, chaque vue, chaque like a un prix et pour beaucoup, il devient essentiel d'atteindre ce seuil de notoriété où l'on se sent vu, où l'on se sent reconnu et existant aux yeux de tous. Mais jusqu'où peut-on aller pour devenir viral ? Jusqu'où peut-on s'exposer pour capter les regards ? Lily Phillips, de l'individu au produit de l'attention, le buzz comme business model. Lily Phillips, c'est une jeune femme de 23 ans que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Jeune et jolie, à l'aise face caméra, elle explique comment elle est devenue virale en racontant qu'elle avait couché avec 23 hommes en 24 heures. Mais ça ne s'arrête pas là. Après cette première expérience virale, elle a poussé plus loin le défi en se fixant de coucher avec 100 hommes en 24 heures. Alors elle a réussi, si je puis dire, et si je mets des gros guillemets autour de ce terme « réussir », elle a réussi ce défi puisqu'elle a couché avec 101 hommes en 14 heures. Alors bien sûr, elle a documenté tout cela publiquement et a ainsi accumulé des millions de vues, d'abonnés et de réactions de toutes sortes.
Si certains l'admirent pour son audace, beaucoup s'interrogent, et d'autres encore se sentent tout simplement choqués par cette exposition qui est, disons-le, franchement crue. Son prochain défi ? 1000 hommes en 24 heures. Cette jeune femme comptabilise tout de même 1217,7K followers, toutes plateformes confondues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Elle arbore fièrement sa devise « Let's fuck » sur Twitter, où les contenus postés qui la mettent en scène sont clairement pornographiques. En notant au passage que ces contenus sont bien sûr accessibles à tout le monde, la plateforme mettant seulement en garde sur le fait qu'il s'agit de contenu pour adultes. Oui, c'est en ces termes pudiques que l'on parle de pornographie sur les réseaux. Si le terme pornographie est apparu pour la première fois au XVIIIe siècle, les représentations érotiques existent depuis des millénaires. Comme on dit, la pornographie c'est quand même vieux comme le monde. Si vous visitez des cités antiques comme Ostie ou la plus connue Pompéi, vous y découvrirez des lieux dits de plaisir, des lupanars, avec des représentations murales de scènes de sexe. Sculpture, peinture, littérature, c'est ce chemin qu'empruntaient les anciennes formes de la pornographie. Alors, vous allez me dire, lire le Kama Sutra ou regarder une vidéo sur TikTok, ça n'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, le rapport au support n'est pas le même, l'imaginaire qui va avec non plus, et l'usage est différent. Les nouvelles technologies offrent un accès direct à une surconsommation immédiate, sans contrepartie trop douloureuse, ou en tout cas, c'est ce que ces nouveaux Eldorado nous promettent. Mais est-ce vraiment sans contrepartie ? Car ça n'est pas anodin. Rappelons que l'accès accru aux substances addictives, et les réseaux en sont sans nul doute, est sans doute le facteur de risque le plus important auquel la société d'aujourd'hui doit faire face. L'offre a créé la demande, alors que nous devenons tous esclaves de cette surconsommation compulsive effrénée. Et en couchant comme ça avec plus d'une centaine d'hommes en 24 heures, comment peut-on préserver la qualité de la relation ? Eh bien, je serais tentée de dire qu'il n'y a plus de relation au sens qualitatif de la rencontre. Il y a entrechoquement de corps, instrumentalisation mutuelle dans le seul but de jouir. On pourrait dire que ces individus se considèrent finalement ni plus ni moins comme des sextoys destinés à assouvir et rassasier ses congénères, de préférence dans une escalade de sensations. Alors, on peut se dire que si cette jeune femme est OK pour se laisser instrumentaliser et instrumentaliser l'autre, au niveau individuel, pourquoi pas ? Là où nous sommes sollicités, c'est que cela ne reste pas de l'ordre du privé, c'est partagé publiquement et en plus comme un challenge. On pourrait alors se demander, est-ce que la dignité de chacun est respectée dans cette histoire ? Est-ce que c'est respecter son corps que de s'imposer cela ? On va y revenir un petit peu plus tard. Du plaisir à l'asservissement, où commence la servitude ? Parce que cette histoire ne s'arrête pas à Lily Phillips elle-même. Ce qui est fascinant ici, c'est la structure sociale qui rend possible, voire désirable, un tel comportement. Car ce n'est pas seulement le choix individuel d'une jeune femme de s'exposer ainsi, c'est aussi le produit d'une société où l'attention est devenue la monnaie d'échange. Dans le monde des réseaux sociaux, les comportements les plus extrêmes captent le regard et se propagent à toute vitesse. Derrière l'écran, Lily Phillips devient une figure, un produit et même une marque. L'essor des plateformes comme OnlyFans participe à cette dynamique en offrant un modèle où l'intimité peut être directement transformée en profit. Parce que, si on regarde d'un peu plus près, Lily Phillips est clairement dans une démarche de marketing du buzz. Elle provoque pour devenir virale, obtenir plus d'abonnés, ainsi plus de gens payent pour ses contenus sur OnlyFans, ce qui augmente bien sûr ses revenus. C'est donc aussi une femme d'affaires. Et croyez-moi, elle gagne probablement très bien sa vie. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la plateforme OnlyFans, eh bien c'est une plateforme de contenu pour adultes, puisque c'est le terme consacré pour parler de pornographie, où vous payez en échange de photos coquines ou de vidéos pornographiques de votre star ou influenceuse préférée, enfin je ne sais pas trop comment les appeler. Il s'agit donc de prostitution agrémentée d'un vernis de respectabilité et de la modernité octroyée par les réseaux sociaux. Certains pourront arguer du fait que non, ce n'est pas de la prostitution.
Alors je ne vais pas rentrer dans une argumentation ici, je prends simplement le terme prostitution dans sa définition littérale, à savoir un échange de services sexuels contre une rémunération, même si ici c'est entendu, le service sexuel est indirect puisqu'il n'y a pas de contact physique direct entre Liliane Phillips en l'occurrence et la personne qui achète ses vidéos en ligne puisque tout se passe en ligne comme vous l'aurez compris. En somme, on pourrait dire que c'est ce qu'on appelait à mon époque reculée de la télévision et des cassettes VHS, une star du porno. En postant du contenu de plus en plus extrême, Lily fidélise ses abonnés et suscite la curiosité en alimentant ainsi le buzz. Elle ne vend pas seulement des images ou des vidéos, mais aussi une forme d'audace, ou peut-être un fantasme de liberté débridée et sans tabou. Et pour l'observateur, pour le consommateur de ce type de contenu, elle devient une incarnation vivante de l'ultra-liberté sexuelle et du succès viral. Mais est-ce vraiment de la liberté ? Ou est-ce un asservissement déguisé ? En nous présentant ces défis comme des exploits, Lily Phillips transforme son corps en objet de consommation et le fait publiquement, pour un large public, sans barrière d'âge ni de contenu. La viralité devient le maître mot, et le contenu doit toujours être plus choquant, plus extrême, pour exister dans le flot incessant d'images et de vidéos des réseaux. Liliane Phillips devient ainsi l'icône d'une époque qui valorise l'instantanéité, la performance, l'exhibition, et où l'intime et le privé sont balayés pour satisfaire la soif de sensations nouvelles. L'histoire de Lily Phillips est donc à la fois personnelle, individuelle et emblématique. Elle nous pousse à réfléchir à notre propre rapport à l'image et au corps et à l'attention que nous choisissons ou non de mettre sur certains contenus. Elle pose en fait cette question. Sommes-nous encore capables de faire la distinction entre ce qui relève du privé et ce qui relève du public ? La course à la visibilité effrénée entraîne avec elle une forme de surenchère, où l'on va toujours plus loin, toujours plus vite, sans vraiment savoir jusqu'où cela peut nous mener. Avec l'exemple de Lily Phillips, nous n'examinons pas seulement un phénomène de société. Nous scrutons un miroir. Et ce miroir, il nous reflète. Nous, notre fascination pour l'extrême, notre recherche perpétuelle de nouveautés, de spectaculaire, et son corollaire, notre aversion pour l'ennui. Alors je vous propose d'analyser un peu plus cette logique de consommation de l'intime et de l'ultra-visible pour tenter de comprendre comment un tel paradigme a pu émerger et prendre autant d'ampleur. Analyse de l'instrumentalisation du corps et de ses conséquences psychologiques. Le corps comme marchandise, la réification de l'intime. Alors mes amis, comment en est-on arrivé là ? Coucher avec 101 hommes en 14 heures, s'afficher comme un produit, se réifier, c'est-à-dire se transformer en objet, se réifier donc en toute conscience pour être consommé. Parce que coucher avec autant de partenaires, ça s'apparente tout de même un peu à transformer l'intime en usine à la chaîne. Où s'arrête l'autonomie et où commence l'aliénation ? Si l'on gratte la surface, on se rend vite compte qu'il ne s'agit pas là d'une simple quête de plaisir, contrairement à la devise « Let's fuck » que Lily arbore fièrement. Derrière cette course effrénée, on touche du doigt un phénomène d'instrumentalisation du corps, et bien plus encore, l'impact profond sur la psyché, non seulement de celles qui s'exposent, mais aussi de ceux qui consomment ce contenu, fascinés, captivés, hypnotisés. Instrumentaliser son corps, c'est quoi au fond ? C'est en faire un outil, un objet de performance et de rentabilité, un produit qu'on montre et qu'on vend en morceaux choisis bien sûr. Dans le cas de Lily Phillips, il ne s'agit plus seulement de séduction ou de provocation. Il y a un vrai processus de marchandisation de soi, une mise en scène volontaire qui réduit son être à une collection d'actes dans une surenchère incessante. Elle est devenue, au fil des likes et des abonnés, le rouage d'un système où la viralité et le buzz dictent les règles.
Ce n'est plus une question de corps, mais bien de chiffres, de rentabilité et de dopamine. La course a toujours plus de sensationnel et de sensation. Entre dopamine et aliénation, du spectateur au voyeur. Vous savez, la recherche de sensations, c'est aussi ce que les personnes qui se droguent via le chemsex, par exemple, recherchent. Le chemsex, pour ceux qui n'auraient pas suivi ces derniers mois de la vie politique française, parce que oui, il faut l'avouer, la vie politique française est tout de même assez riche en matière d'addictologie. Eh bien, le chemsex désigne le fait d'avoir des relations sexuelles sous l'influence de drogues spécifiques, dans le but d'intensifier et de prolonger l'expérience sexuelle. On recherche ainsi la désinhibition pour faciliter le rapport sexuel, on recherche l'augmentation de la confiance en soi, et puis à accroître son endurance sexuelle et à intensifier le plaisir et les sensations. Eh bien, quand j'entends Lily Phillips augmenter sans arrêt le nombre d'hommes avec qui elle va coucher, ça me fait aussi penser à l'escalade que l'on retrouve dans l'addiction. Car oui, il y a un parallèle frappant avec ces dynamiques addictives. Elle se retrouve un peu dans la position d'un addict qui chercherait sa dose toujours plus forte. Lily doit ainsi multiplier les défis, dépasser ses limites pour susciter l'intérêt et maintenir l'excitation de son public. L'addiction à l'adrénaline, au buzz, à la validation sociale devient centrale. Mais à quel prix ? Car à force de repousser les limites de l'intime, on perd peu à peu le contact avec la réalité. Ce qui devait être une recherche de liberté se transforme en servitude, car le besoin de valider son existence par l'approbation des autres devient omniprésente et insatiable. Et cette validation, qu'est-ce qu'elle dit de nous, spectateurs et spectatrices, consommateurs passifs ou avides de cette surenchère ? Car, avouons-le, si ces comportements se multiplient, c'est bien parce qu'il existe une demande, un appétit pour l'extrême, une envie de voir jusqu'où les autres sont prêts à aller. Donc, des spectateurs derrière les écrans. En se transformant en produit ou en expérience, Lily Phillips nous offre en fait le reflet d'une société qui consomme non seulement l'image, mais aussi qui consomme de l'intime, du corps, de l'individu, oserais-je dire de l'âme. Chacun se régale de cette exhibition extrême, anesthésié par la surabondance d'images, indifférent à l'impact que cela peut avoir sur la dignité humaine des acteurs ou des voyeurs. Mais cette instrumentalisation n'est pas sans conséquences. Chez Lily, comme chez d'autres avant elle, on voit se profiler un paradoxe. Le corps est à la fois libéré dans une mise en scène décomplexée de la sexualité et aliéné par le fait qu'il est réduit à un rôle de simple objet. C'est donc une aliénation psychologique qui s'installe, où l'individu finit par se résumer à ce qu'il montre. Car finalement, quelle relation peut-on entretenir avec soi-même quand tout ce qui nous définit devient un produit ? À force de se réifier, de se vendre en fragments de vie, ne devient-on pas étranger à soi et prisonnier de l'image produite et renvoyée ? C'est justement une question à laquelle Nelly Arcan a réfléchi et tenté de répondre. Nelly Arcan, un regard cru et complexe sur la prostitution. Nelly Arcan est une auteure canadienne qui s'est suicidée à l'âge de 36 ans. Elle s'est fait connaître en 2001 avec la publication de son premier roman autofictionnel nommé Putain. Ce livre que je vous recommande si ce sujet vous intéresse raconte son expérience comme escorte pour financer ses études. Mais il ne s'agit pas d'un simple déballage de scènes érotiques voyeuristes. Non. On y retrouve une vraie réflexion sur la prostitution, ce que c'est, ce que ça lui a fait et la place que cela tient dans la société. Je garde vraiment de cette lecture un souvenir empli de gravité, alors que ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je l'ai lu. On est là bien loin de l'expérience relatée par Emma Baker dans son livre La Maison, où la prostitution y est malgré tout dépeinte avec un côté joyeux et bien moins ambivalent. D'abord, comme j'ai l'habitude de le dire souvent ici, les choses sont plus complexes qu'elles en ont l'air. Nelly Arcan voit dans la prostitution un Janus à deux visages. D'un côté, elle y voit une forme d'empowerment, d'émancipation et de liberté financière pour les femmes, et de l'autre, elle en souligne les aspects destructeurs et aliénants.
Elle y décrit avec une acuité mordante le fait qu'une fois dans son rôle de prostituée, elle pourrait tomber sur son père, sur son voisin. Et qu'en serait-il si elle ne connaissait pas son père et commettait un acte d'inceste par son geste de prostitution? Ce qui est poignant dans son récit, en fait, c'est sa lucidité. La conscience tragique que, acte après acte, on se désillusionne. On se désillusionne de sa propre condition d'être humain, mais aussi de sa condition de femme au sein d'une telle société. Elle relate donc une forme de désespoir. Elle décrit la prostitution comme un cycle sans fin où chaque acte n'est qu'un pas de plus vers un désenchantement profond, une perte de sens. Pour elle, c'est un système circulaire et sans issue, on se prostitue pour gagner de l'argent afin de rester belle et désirable, ce qui permet de continuer à se prostituer pour entretenir ce train de vie. Et rappelons-le, Nelly Arcan est loin de l'image d'Épinal de la prostituée sans éducation et marginalisée. Non, c'est quand même une escorte de luxe et elle est éduquée. Elle insiste d'ailleurs dans son ouvrage pour dire que les prostituées sont des femmes comme les autres. L'image que renvoie notre Lily Phillips, c'est celle d'être libre. Elle choisit d'être là, dans l'instant présent, et de profiter un maximum de la vie, notamment de son corps, et tout cela sans contrainte. Mais au fond, n'est-ce pas là une prison mentale bien plus insidieuse ? Ce besoin de choquer pour exister, cette fuite en avant qui la pousse à tout monétiser, même l'intime, est-ce réellement une liberté ? N'est-ce pas là une nouvelle forme d'asservissement que celle de l'image, celle du regard des autres ? En fin de compte, cette quête de validation transforme Lily et tous ceux qui s'engagent dans cette course en marchandises du supermarché de l'intime et de la viralité. Et pour ceux qui regardent, je pense là aux plus jeunes spectateurs, cela modifie insidieusement les normes. C'est l'idée qu'il est normal, valorisé même, de tout exposer et de tout rendre public. La frontière entre ce qui est intime et ce qui doit être exposé se dissout. Mais cette dissolution a un coût psychologique pour chacun de nous, qu'on soit acteur ou simple observateur. Alors oui, on pourrait se dire que Lily Phillips fait ses propres choix. Mais lorsqu'on observe l'escalade, ce besoin du toujours plus, de partenaires, de vues, de challenge, il devient évident qu'il ne s'agit plus tout à fait seulement d'un choix personnel, mais peut-être aussi d'une sorte d'addiction, d'une spirale où l'on se laisse happer, sans possibilité de retour en arrière. Avec la recherche de validation sociale, la jouissance de l'acte et la récompense monétaire, ne serait-on pas là dans une activation typique du système de la récompense avec comme corollaire un relargage massif de dopamine? Si on pousse le bouchon, on pourrait dire que ce corps qu'elle affiche, c'est bien le sien, mais ce n'est peut-être plus tout à fait elle qui en a le contrôle, parce qu'il devient un outil de consommation, instrumentalisé pour flatter l'ego collectif, pour nourrir l'appétit insatiable des spectateurs dans leur quête de toujours plus de sensations fortes. On retrouve là un côté compulsif dans le fait d'augmenter frénétiquement le nombre d'hommes, ce qui rend son expérience encore plus extrême. Et puis, peu importe les conséquences, en apparence tout du moins. D'ailleurs, dans une de ses vidéos post-défi des 100 hommes en 24 heures, on voit Lily en peignoir dans sa salle de bain, disant qu'elle se sent comme si elle avait été, je cite, heurtée par un bus. Elle dit avoir mal dans son corps, tout cela avec un grand sourire. Est-ce que c'est cela, le début de l'aliénation dont parlait Nelly Arcan ? Alors, en nous exposant à l'instrumentalisation de son propre corps, Lily nous met face à une question essentielle. Est-ce cela l'avenir de la liberté ? Ou bien sommes-nous tous en train de nous aliéner dans cette quête d'attention, dans cette addiction à l'approbation instantanée ? À quel moment perdons-nous, nous aussi, le contrôle sur ce qui nous définit en tant qu'individus ? Impact sur la société et la jeunesse et importance de la dignité humaine. Le modèle des influenceurs au challenge extrême et impact sur les jeunes générations. Peut-être que vous avez été choqué au début de l'épisode quand vous avez découvert ce que faisait cette jeune femme. Et une fois la sidération passée, peut-être que vous sont venus en tête des jugements moraux. Alors non, je vous rassure, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne.
C'est normal. Et pourquoi c'est normal ? Eh bien parce que le fait d'afficher son intimité en place publique nous amène à considérer ces actes sous un aspect moral, éthique et de dignité humaine, sous un aspect du collectif, de la place de ces actes dans notre cité. Mais que reste-t-il de tout cela pour nous, pour notre société ? Et pour ceux qui viennent après nous ? En se posant un modèle de l'hyper-libération et de l'exposition totale de soi, Lily Phillips et d'autres influenceurs du même acabit redéfinissent d'une certaine manière les contours de la norme. Parce qu'elle attire les foules et surtout les plus jeunes, parce qu'elle s'affiche avec l'assurance insolente d'une star moderne, elle donne l'illusion que la quête du plaisir instantané et de la validation publique est une fin en soi. L'intime, l'amour, la relation à l'autre, le respect du corps, tout cela semble relégué au passé, à des valeurs poussiéreuses d'une époque révolue. L'érosion de la dignité humaine lorsque l'intime n'a plus de sanctuaire. Et c'est là que la question de la dignité humaine devient centrale. Car si l'intimité n'a plus de valeur, si l'on peut la réduire à un simple objet de consommation pour susciter le buzz, alors qu'est-ce qui nous reste pour nous distinguer des objets ? Eh ben, peut-être la dignité humaine, justement, cette notion si fragile. En exposant son corps et sa vie privée de manière aussi publique, Lily ne revendique pas simplement un droit sur elle-même. Elle participe à la construction d'une norme où la dignité s'efface, se vend, s'oublie. Pour elle, pour ceux qui la regardent, le respect de soi devient une valeur de plus en plus abstraite et lointaine, presque incongrue. Et les plus jeunes, eux, ils grandissent avec ces modèles-là. Lily Phillips et d'autres, en mettant en scène de tels comportements, on l'a dit vraiment très facilement accessible via Internet, contribuent à banaliser le fait que, si on reprend son premier défi, coucher avec 23 hommes en 24 heures, eh bien, c'est normal. Et en plus de le médiatiser, il y a comme un côté cool à le faire. Elle se photographie devant des belles maisons avec piscine, avec son sourire flamboyant, partageant à quel point elle kiffe sa vie. Et être sur les réseaux, c'est vraiment super cool. Être viral encore plus et gagner plein de thunes, alors là on est au maximum de la reconnaissance que notre société contemporaine octroie à l'individu. C'est ça être visible aujourd'hui. Être vu, partagé, relayé par tous. Et tant pis si l'on y perd sa dignité. Tant pis si l'intime n'a plus aucun sanctuaire. Tant pis si les autres nous voient uniquement à travers le prisme d'une performance. Les frontières s'effacent, les repères s'estompent, et il ne reste plus qu'une forme de surenchère où tout, absolument tout, devient monétisable. Mais quel héritage laissons-nous à ceux qui nous suivent ? Quelle valeur transmettons-nous ? Eh bien, il me semble qu'en validant cette hypersexualisation comme une stratégie légitime de reconnaissance, en consacrant la viralité comme un but en soi, le message envoyé est clair et fort. La dignité, la pudeur, la retenue sont des fardeaux dépassés. La performance et l'exposition deviennent les nouveaux standards, et la notion même d'identité individuelle s'efface sous la pression de l'image publique. Et ce n'est pas un hasard si ça suscite autant de souffrances invisibles. Car cette quête incessante de validation, cette aliénation de soi dans le regard des autres, produit bien des effets délétères. L'addiction au like, à cette quête de reconnaissance qui en apparence flatte l'ego, laisse en réalité un vide. Un grand vide. Une fois les projecteurs éteints, qu'est-ce qui se passe ? Il ne reste souvent que le sentiment d'avoir tout donné, sans avoir rien reçu ou pas grand-chose en retour. Le paradoxe, c'est que nous sommes dans un modèle de société où l'on cherche sans cesse à combler un vide, sans comprendre que finalement, il s'aggrave à mesure que l'on s'expose. Alors ce que je vais dire ici est très important. Écoutez bien. La dignité humaine, ce n'est pas un concept théorique. C'est la base même de notre humanité, de notre rapport à nous-mêmes, de notre rapport aux autres. C'est ce qui fait que nous pouvons nous regarder dans le miroir sans avoir l'impression de nous être vendus, dispersés ou dilués dans les attentes des autres. En perdant cette dignité,
on perd aussi le respect de soi, on perd le respect des autres, et l'on finit par s'abîmer dans une course effrénée au plaisir et à la reconnaissance. Conclusion. Nous vivons une époque paradoxale où les femmes sont contraintes à se prostituer et à faire 20 passes dans la journée sous la menace de leur proxénète, et de l'autre côté, d'autres femmes font ces 20 actes sexuels pour, nous disent-elles, le fun et la gloire. On peut alors se demander ce qu'une société qui met en avant des starlettes d'OnlyFans promet comme lendemain. Serons-nous tous obligés de jouir sans limite pour acquérir une place dans cette société ? Parce que, comme on l'a dit, cette quête du plaisir sans entrave devient douloureuse tellement elle est vaine. Alors oui, peut-être que cette surenchère n'est rien d'autre qu'une quête vaine, une course vers un bonheur illusoire, qui ne pourra jamais remplir le vide laissé par l'absence de sens, car elle ne suffira ni à remplir les individus, ni à les nourrir, ni à les faire grandir. Ce n'est pas le plaisir qui nous construit, mais la relation humaine, la capacité à se rencontrer, à échanger quelque chose de vrai et de profond. Le bonheur, à mon sens, ne se trouve pas dans l'exposition et la surenchère, mais bien dans le respect de soi, dans la relation authentique qu'on peut avoir avec les autres. Un simple échange de fluide corporel, aussi hédoniste soit-il, reste donc bien en dessous de la promesse du bonheur qu'il propose. J'espère que cet épisode a agité vos neurones et vous a donné à réfléchir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager avec vos amis ou sur les réseaux sociaux pour lui donner un maximum de visibilité et soutenir mon travail. Je finirai cet épisode en disant que finalement, en offrant cette version extrême de la liberté, Lily et tant d'autres nous rappellent une chose essentielle. C'est que la liberté sans dignité n'est qu'une forme de servitude. Que la vraie force, c'est peut-être de savoir se préserver, de garder pour soi ce qui nous rend uniques et vulnérables. Alors la prochaine fois que vous regarderez ces défis viraux, que vous vous sentirez peut-être tenté par ce mirage de reconnaissance immédiate, souvenez-vous, la dignité humaine, c'est le seul bien que personne ne pourra jamais vous enlever, à moins que vous ne choisissiez de l'abandonner. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt.